Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Laureline Cyzielski qui prend la parole. Laureline est passionnée par l'eau et tous ses usages. C'est le fil rouge de son parcours. Elle travaille aujourd'hui à l'Office international de l'eau et se lance en parallèle dans une grande aventure. Une expédition d'1 an de la Patagonie à l'Alaska, à pied, en vélo, en autostop et en transport en commun. Cette expédition permettra de réaliser un documentaire de sensibilisation à l'importance de la gestion et protection des milieux aquatiques d'eau douce. Vous pourrez découvrir Laureline à travers 2 épisodes, diffusés sur les différentes plateformes audio et sur la chaîne YouTube du podcast. Dans ce premier épisode, Laureline nous parle de son parcours. Je vous invite maintenant à découvrir ma conversation avec Laureline. Eh bien le bonjour Laureline. Bonjour. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter ? Oui. Alors, bonjour, je suis Laureline Cyzielski. Je suis jeune diplômée du Master Eau et Société à AgroParisTech, Montpellier. Et donc, je viens de finir mes études en septembre 2021. Et depuis, je suis du coup chargée de mission information, eau et connaissances sur la biodiversité aquatique. Ok. Super. Donc, au niveau, pour essayer de revenir un peu de manière plus globale sur ton parcours, avant d'attaquer le vif du sujet avec ton super projet. Donc, toi, t'as fait quoi un peu ? T'as fait un bac S, non ? Ou t'as fait... Non, alors moi j'ai vraiment un parcours un peu atypique. C'est-à-dire que j'ai fait un bac STAV. Donc c'est dans un lycée agricole, c'est un bac technologie sur l'agronomie et le vivant. Parce que je voulais déjà m'orienter sur la faune sauvage et sur la gestion des animaux sauvages. Et donc du coup j'ai fait en seconde un stage dans un parc animalier. Puis en première j'ai fait un stage sur la loutre, sur le suivi de la loutre. Et j'ai fait mon mémoire de bac dessus. Et ensuite, en fait... Vous aviez déjà un mémoire au bac à rendre Oui, on avait une soutenance et on avait un petit mémoire à rendre. Enfin, c'est pas un mémoire comme en master où c'est 60 pages, voire plus. Là, c'était un rapport de stage mémoire, en fait. Ouais. Il fallait répondre à une problématique. Et donc, c'était sur le suivi de la loutre en Haute-Loire. Et en première aussi, j'étais allée à un salon de l'étudiant. Et là, j'ai trouvé le cursus que je voulais à tout prix, en fait, c'était mon rêve. Il y avait en fait un stand avec des animaux, des photos de lynx, d'ours. Et c'était une formation qui se passait au Québec, au cégep de Baie-Comeau. Et donc en première, je me suis dit, c'est exactement la formation que je veux faire après le bac. Je veux partir au Québec, faire une formation. C'est un peu l'équivalent d'un BTS DUT. Et du coup, je suis partie au Québec à 18 ans. Dès que j'ai eu le bac, je suis partie faire mes études au Québec. Voilà. Donc déjà, premièrement, parce que là, tu nous as dit plein de choses. Oui. Tu as toujours su finalement que tu voulais travailler avec les animaux et dans tout ce milieu-là, en fait. Oui. Alors, en fait, depuis que je suis petite, je voulais être vétérinaire. Et après, je voulais être plus éthologue, donc vraiment dans l'observation du comportement des animaux sauvages, un peu comme Jane Goodall avec les singes. Et du coup, petit à petit, je me suis orientée. Et en fait, c'est pour ça que j'ai d'abord travaillé avec les aigles, les rapaces et les loups en semi-captivité pour voir si c'était déjà... si je voulais m'orienter plus vers le parc animalier, finalement. Non, ça me convenait pas être soigneur animalier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était vraiment en semi-captivité. En fait, c'est ce qui me convenait pas. C'est quand j'ai vu que c'était des animaux qui étaient quand même dans des espaces fermés, qui n'avaient pas totalement leur liberté. Et en fait, ça me convenait pas. Donc, c'est pour ça qu'en première, après, j'ai fait un stage en suivi de la loutre sur les rivières. Et donc là, c'était vraiment observer les traces de loutre, si elles sont présentes ou pas. Et la loutre, c'était parce que tu avais eu cette opportunité-là ou cet animal, il t'intéressait particulièrement initialement déjà ? Et en fait, déjà, ma passion, c'est vraiment l'eau. Et j'avais envoyé des demandes au niveau de plein d'animaux sauvages, on va dire, de suivi d'animaux sauvages. Et la loutre m'intéressait parce que c'était une espèce semi-aquatique qui vivait dans l'eau. Donc pour moi, c'était parfait. C'était le combo parfait. Donc je voulais étudier ça. Ah ouais. Et du coup, après, t'es partie au Québec. Voilà.
Ça, c'est hyper audacieux, en fait. Donc, toi, tu as toute ta famille qui est ici en France et tu t'es dit, moi, je veux étudier les animaux, ce truc-là, ça me permet de le faire. Alors, je fonce et je vais de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Toute seule, t'as fait tes valises et hop. Voilà. Alors, après, j'ai un copain de classe qui, finalement, a vu que je partais faire cette formation. En première, on en avait discuté et lui, en fait, était intéressé aussi pour faire une autre formation, mais qui était dans le même établissement, en foresterie. Et donc, au début, j'étais un peu déçue. Honnêtement, j'étais un peu déçue parce que c'était pour moi l'aventure, c'est-à-dire partir sans connaître personne et vraiment partir, je découvre tout. Et le fait de partir avec quelqu'un qui était dans ma classe depuis 3 ans, ça cassait un peu le mythe de je pars à l'aventure. Mais après, c'était aussi rassurant parce que je me disais, bon, il y a un repère. Il y a un repère et puis on s'appelait pour dire, bon, est-ce qu'on prend ça, et du coup, il est venu aussi? Oui, il est venu, on est partis en même temps, du coup. Et donc, voilà. Et c'est vrai que les animaux, enfin, en tout cas, la biologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter vers la biologie et l'écologie. Enfin, du coup, l'étude sur les animaux sauvages, c'est de l'écologie. Et finalement, c'est une discipline qui est reliée à la biologie. C'est juste que c'est plus spécialisé sur la faune, mais voilà. Mais c'est un vrai... Mais le hasard, c'est dingue parce que... Enfin, je sais pas, mais moi, de cette formation, je n'ai jamais entendu parler avant toi. Et donc, c'est-à-dire que tu as pu découvrir ça dès la seconde dans un salon. Ouais. Dis, mais... Enfin, c'est un coup de chance parce que si tu n'avais pas été à celui-là, tu serais allée... Oui, alors pour le coup, c'était vraiment un coup de chance parce que, en fait, j'accompagnais mon petit frère. Ah et ouais, ma mère, en fait, c'était pour mon petit frère à la base. Et ma mère, elle entend un stand où ça parle québécois, enfin où on entend des Québécois qui parlent. Et là, elle voit des fourrures, elle voit des animaux sauvages. Et elle avait, oh, mais c'est pour Laureline. Et moi, j'étais en train de me promener dans les allées et je regardais. Et je me disais, est-ce qu'il y a un métier qui pourrait me convenir? Enfin, voilà, j'étais allée accompagner mon frère, mais je m'étais dit peut-être que ça peut me servir. Et moi, avant d'avoir de découvrir ce cursus-là, je voulais faire un DUT génie biologique, option génie de l'environnement, ou un BTS gestion et protection de la nature, ou une fac de bio. C'était un peu mes choix sur post-bac, un peu, on va dire. Et là, du coup, tu regrettes pas d'être partie? Ah non, pas du tout. Non. Parce qu'en fait, dès que j'ai discuté avec ces gens-là, qui faisait le stand. Donc, je me souviens très bien, il y avait Francis. Et en fait, dès qu'il m'a expliqué en quoi consistait le cursus, que c'était sur 3 ans, mais que la 3e année, c'était que du travaux pratiques sur le terrain, qu'on partait une semaine, et que le cégep, en fait, l'établissement, a un territoire de je sais plus combien de mètres carrés, enfin immense. Et en fait, il a un territoire qui relie à l'établissement a un territoire à lui qui s'appelle le Serme. Et en fait, c'est plusieurs lacs reliés. Il y a une cabane. Et en fait, on fait tous nos travaux pratiques de biologistes, on va dire, là-bas. Donc, on conduit des bateaux, on faisait de la tronçonneuse, on coupait des arbres, on faisait du piégeage, on faisait plein de choses. Et c'est là-bas qu'on a fait aussi un stage de survie en hiver. C'était obligatoire. En 3e année, on fait ça pendant une semaine. Et pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours, en fait, on part. Et avec notre sac, et en fait, on doit construire notre abri. Et c'est en janvier. Alors, imaginez, en janvier au Québec, il fait moins 40. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui vous accompagne et qui sait faire. Oui, en fait, il y avait... Mais il vous lâche pas quand même. Non, alors... Dans la nature, tout seul. Non, heureusement, parce que... Non, c'est vrai que ça pourrait être... Mais en fait, on est en équipe de 4. En fait, en 3e année, on choisit avec qui on va être. Et pendant toute la 3e année, on est en équipe de 4 pour tous les travaux. Et là, pour le coup, on part en équipe de 4. On a des points attribués sur le lac, gelés. Et nos profs nous accompagnent. Et ils viennent nous voir tous les jours, ils viennent nous voir tous les soirs, qu'on ait assez de bois, que tout va bien. Et toute la journée, on a des activités particulières. Par exemple, allumer un feu dans la neige, construire un feu de détresse si jamais on est complètement perdu et qu'on doit montrer des signaux aux avions. Comment on fait? Mettre des collets pour attraper des lièvres. Enfin voilà, des mises en pratique, on va dire, réelles. Et du coup, toute la journée, on est occupé. Et le soir, par contre, on dort dans notre abri qu'on a construit de A à Z. Et c'est pareil pour l'eau. On part pas avec de l'eau. Donc du coup, il faut aller creuser un trou dans la glace. Mais le lac, il fait... il y a au moins 1 ou 2 mètres de glace, donc il faut imaginer. Et on a juste une hache pour creuser notre trou. Oui. Un trou dans la glace à la hache, quoi. Voilà, donc il faut imaginer le truc. Sportif. Voilà. Mais bon, tout ça fait que
que quand en fait on m'a parlé dans ce stand-là, on m'a parlé de tous ces travaux qu'il y avait, de terrain, d'observation des ours, de plein de choses, je me suis dit mais c'est vraiment le terrain idéal et je sais qu'en France je n'aurais pas la même, mise en pratique. Aucun équivalent qui permet d'avoir une formation comme celle-là. Est-ce que quand tu sors de ça, donc de ces 3 ans, c'est reconnu en France ou même à l'international ce diplôme ou Alors, c'est pas totalement reconnu. En fait, c'est reconnu au Québec, mais en France, en fait, il faut, en fait, ça dépend des établissements. Donc, nous, quand on a terminé notre formation, on est revenu en France et on a intégré une licence professionnelle à Annecy, en aquaculture. Et là, en fait, ça a été... faut vendre, quoi. Faut vendre son dossier. Enfin, vendre, pas réellement, mais voilà, faut défendre son dossier, faut écrire une super lettre de motivation, faut expliquer en quoi, mais parce que ça peut être considéré comme un bac+2, un bac+3 ou rien, en fait, ça dépend des établissements. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, la licence pro, en fait, le but, c'est... Est-ce que tu l'as fait parce que ça t'intéressait ? Enfin, j'imagine que oui. Mais la vraie question, c'est plus l'intérêt de faire la licence pro, c'était pour t'assurer les ECTS et une reconnaissance française, oui. C'est ça ? Oui, franchement, il y avait les deux. Parce que je voulais continuer mon cursus en études supérieures. Et puis, il y avait ce fait de aussi faire reconnaître notre formation. Et du coup, voilà, j'ai fait une licence pro en aquaculture. Mais t'as pas pensé sinon à rester au Québec et poursuivre et faire tout là-bas et limite t'installer là-bas pour justement t'empêcher tous ces ennuis-là ? Si, alors il y en a plusieurs qui le font, de Français ou Françaises comme moi, qui décident de rester là-bas et de continuer leur études supérieures. Et en fait, tu rentres... souvent, c'est à l'université de Rimouski. Et là-bas, pour le coup, en fait, tu recommences... Enfin, tu vas avoir des ECTS en moins, enfin, tu vas avoir des accréditations, mais tu vas devoir refaire 3 ans pour avoir le niveau de biologiste, en fait. Et ces 3 ans-là, c'est, on va dire, c'est considéré comme un bac+3 en France, en fait. Mais sauf qu'au Québec, avec un bac+3, tu es biologiste. Parce qu'il y a le côté technique, il y a le côté vraiment... c'est très, très, très poussé en 3 ans. Et il part aussi du principe qu'avant, tu as fait 2 ans ou 3 ans d'une autre formation. Donc, du coup, c'est l'équivalent un peu d'un bac+5, mais sauf que si tu reviens en France avec ton bac, ce qui est considéré comme un bac là-bas, enfin, c'est pas le bac général comme ici, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est en fait... Donc là, le bac là-bas, c'est les 3 ans que tu as fait ? Non, le bac là-bas, c'est vraiment quand tu rentres à l'université. D'accord. Quand tu rentres à l'université, et c'est 3 ans après, t'as un bac en fait. Ok, donc toi, t'es sortie du Québec avec un bac québécois. Ouais, en gros, on va dire. Pour simplifier oui, tout le... Ouais. Ok, donc t'as quand même eu envie de revenir. Ouais. Où t'as fait donc ta licence pro en aquaculture. Oui. Et après, t'as fait... Oui. Quoi ? Alors, du coup, j'ai fait une licence en aquaculture et au début, c'était un peu compliqué parce que je me disais, qu'est-ce que je fais là ? Ah ouais ? Oui, en fait, même si je trouvais ça très intéressant, je me disais, je vais pas élever des poissons, je vais... Et en fait, au début, c'était un peu compliqué. Puis finalement, en discutant avec les professeurs, ils m'ont dit, bah, continue, accroche-toi, tu vas voir. Au semestre d'après, il y aura tous les cours d'écologie aquatique. Et en fait, c'est ce qui m'a plu. C'est parce qu'en fait, c'est une formation aquaculture, mais on a beaucoup d'hydroécologie, d'écologie aquatique, de biologie. Et du coup, je me suis accrochée, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait un stage à l'INRA sur le suivi d'un poisson. Et je voulais continuer un master. Et en fait, là, je suis tombée sur le master parfait, encore une fois. Enfin, j'ai de la chance, entre guillemets, mais je suis retombée... à chaque fois, ça tombe super bien. Ça tombe super bien. Et là, j'ai cherché, en fait, les masters qui étaient dans ma branche, en fait, pour continuer en écologie aquatique. Et là, je découvre un master, mais j'en avais jamais entendu parler. Le master Eau et Société, AgroParisTech à Montpellier. Et c'est en fait un master très très particulier parce qu'en fait on a autant des sciences techniques que des sciences sociales et humaines en fait. Donc on a eu des cours en cycle de l'eau, en bassin versant, enfin voilà, en hydroéco, en hydrobio. Mais à côté de ça, on avait des cours de sociologie, de politique de l'eau, d'économie de l'eau, gestion de projet. On avait les enjeux de l'eau, on avait des cours sur des jeux, sur connaître les jeux de pouvoir dans le domaine de l'eau.
Ouais, c'était hyper varié. Ils essayaient de te faire voir ça de manière plus systémique, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. En fait, C'est un c'était... mot un peu clé dans ces écoles-là, le C'est ça. système. C'était vraiment d'avoir, en fait, un cursus et un bagage pluridisciplinaire et polyvalent. Donc, en fait, on avait plein de matières différentes. Et toutes ces matières, finalement, elles sont interreliées. Et C'était facile à intégrer? oui, il y avait des cours un peu moins, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment exactement ce que je voulais faire, en fait. Ça, on va dire que c'était un peu Sciences Po, mais dans le domaine de l'eau. Et aux sciences sociales, mais dans le domaine de l'eau, avec une composante technique toujours. Donc, on avait des cours en agriculture de l'eau. Donc, voilà. Et comment t'as fait pour passer de la licence pro à AgroParisTech, du coup? Et moi, du coup, j'ai vu cette formation-là et j'ai postulé pour en... Ah, c'était juste sur dossier? Ouais, pour le Ok. master, voilà, c'est sur dossier. Ah oui. Mm. Donc toi, quand tu as construit ton parcours, en fait, ça avait un peu les lignes directrices de l'eau, que tu as dit que c'était ta passion, Oui, et l'étude de comportement animal. oui, Et donc, grâce à ce master, tu as pu un peu faire la jonction, en fait, entre les deux. entre les deux. Ouais. Donc ça, c'est super. Ah, mais vraiment le destin. Le destin. Après, en master, il y avait beaucoup moins le côté comportement, on va dire. Mais il y avait vraiment tout ce qui est écologie, et voilà. Donc, ouais, c'était parfait. Ok. Et donc, là, tu as terminé. Ça fait 1 an que tu travailles, si j'ai tout bien suivi. Oui. Et donc, tu es à l'Office de l'eau, c'est ça? Oui, alors je suis à l'Office international de l'eau qui est situé à Limoges. Et c'est une association d'intérêt général qui comprend environ 150 employés. Et donc, on est répartis sur 4 sites. Et on est une association d'intérêt général, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille notamment pour le ministère de la Transition écologique, pour le ministère de l'Agriculture. Et on travaille beaucoup avec l'OFB aussi, c'est l'Office français de la biodiversité. Et par exemple, moi, dans mes missions, je travaille vraiment beaucoup avec l'OFB et notamment sur le suivi des poissons, sur l'impact de la sécheresse sur les espèces piscicoles ou encore sur la composition des comités ressources en eau qui étudient en fait la sécheresse. Ok, donc en fait, dans son travail, toi, tu as pu garder en fait cet axe de animalier, entre guillemets. Oui, alors voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette continuité-là, dans ce travail, c'était de pouvoir continuer à travailler sur la biodiversité aquatique. Et moi, en fait, j'aime beaucoup c'est quelque chose qui m'anime, quoi. C'est une de mes passions, la biodiversité aquatique. Et à côté de ça, en fait, je suis passionnée par tout ce qui touche à l'eau, mais toutes les problématiques. Donc, c'est vaste, en fait. Mais tous les usages, que ce soit agricole, pour les loisirs, pour l'industrie, enfin voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le lien avec l'être humain. Donc, c'est le social. C'est les animaux, le social et l'eau. En fait, c'est comment vraiment... tout s'inscrit ensemble et Voilà. fonctionne. Comment ça peut fonctionner. Et tu dis du coup que l'eau, c'est ta passion, que la biodiversité aquatique, c'est ta passion, mais justement, pourquoi? Est-ce que tu saurais un peu expliquer ou pas? Enfin, qu'est-ce qui te passionne autant en fait dans ces thématiques? Parce que c'est particulier, quand même, comme thématique. On n'entend pas tous les 4 matins quelqu'un me dire je suis passionnée par l'eau. Bah alors, vraiment, je sais pas. Enfin, il y a plein de, on va dire, choses qui font que c'est ma passion. Enfin, que c'est tout ça, c'est relié, que j'ai décidé de travailler, de faire mes études dedans et de travailler ensuite dedans. Et déjà, en premier lieu, c'est toutes les activités de plein air en lien avec l'eau, c'est-à-dire le canoë, la natation. Ça, c'est des choses, en fait, quand j'étais petite, je passais énormément de temps à être dans le bain. C'est tout bête, hein, mais je passais, des fois, je prenais 3 bains par jour, juste parce que j'étais dans l'eau. Dans une baignoire chez toi ou dans un étang? Non, dans une baignoire, vraiment. C'est parti de là, on va dire, parce que c'était ce qui me calmait le plus, en fait, ça me détendait. Et donc, je prenais, c'est un peu particulier, mais vraiment, quand j'étais petite, je prenais au moins 3 ou 4 bains par jour, parce que j'étais dans mon élément, j'étais dans l'eau. Et en fait, c'était l'endroit où tu te sentais bien, quoi. Voilà, tout au long de ma vie, en fait, dès qu'il y a de l'eau, je me sentais bien. Une rivière, un lac, la mer, l'océan, c'est vraiment... c'est un élément pour moi indispensable. Et même si c'est le 31 décembre et qu'il fait froid à la mer Méditerranée, je vais aller me baigner parce que j'ai besoin de ça. Tu te baignes toute l'année? Ouais, je me baigne toute l'année. Dès que je suis allée au bord de l'océan, je vais me baigner. Enfin voilà. Même en Atlantique? Ouais, même en Atlantique. Et et du coup, je pense que ça vient de là, déjà, d'aimer cet élément-là. La natation, c'est une de mes passions.
Et après, en fait, vu que les animaux, c'est ma passion, je me suis tournée vers on va dire, ces deux éléments-là. J'étais fascinée quand j'étais petite. Tout le monde a eu un peu cette phase-là où on est fasciné par les dauphins, les baleines et tout. Ouais, c'est un côté quand même assez mystérieux, Ouais. la vie aquatique, parce qu'on la connaît peu. Enfin, en tout cas, je pense je me mets dedans assez nombreux à mal la connaître, à mal connaître comment elle fonctionne, à que ce soit quelque chose qui... Enfin, c'est régi par des codes qui sont quand même assez différents des nôtres, vu que nous, on baigne dans l'air et pas dans l'eau, spoiler. Donc, c'est quand même pas pareil. Donc, c'est vrai que t'as ce côté où tout est un peu à redécouvrir, alors que c'est juste à côté. Exactement. En fait, c'est aussi... on en parlera peut-être plus tard, mais le projet aussi, c'est ça, c'est que ça vient aussi de cette idée-là de dire qu'en fait, ce qui est sous l'eau, on le connaît beaucoup moins. Et du coup, on est beaucoup moins sensibilisé aussi. On va être quand même plus sensibilisé. On va avoir on en parle plus de tout ce qui est marin, océan, les baleines, les dauphins, le corail, on va dire les écosystèmes marins. On les connaît plus, on en parle plus dans les documentaires. Et c'est vrai que tout ce qui est rivière, lac, on va dire tous les milieux aquatiques d'eau douce, on les connaît moins. Et c'est vrai que j'en discute avec des gens et en fait, ils savent pas forcément les poissons qu'il y a dans la rivière proche de chez eux ou des espèces qu'il y a. Et en fait, c'est juste l'eau qui est en bas de chez eux, par exemple. Mais c'est une connaissance qu'ils n'ont pas forcément pour X raisons. Mais vraiment, comme tu l'as dit, c'est le fait que c'est un peu mystérieux. On le voit pas, c'est sous l'eau. Donc, on connaît moins, en fait, tout simplement. Donc, voilà, moi, ça a été aussi un peu ça. Est-ce que c'est les milieux d'eau douce sur lesquels tu travailles à l'Office international de Oui. l'eau aussi ? Oui. Ok, donc en fait, le travail que tu as, on va dire, de jour, au quotidien dans cette association, en fait, il t'a aidé aussi, du coup, à construire ton projet. Oui, oui. Alors, j'avais fait... mes stages m'ont déjà aidé. Et puis, j'étais déjà en stage, en fait, à l'Office international de l'eau. Et ça m'a aidé aussi à vraiment avoir cet aspect... Un stage avant le CDD, du coup. C'est ça. Et du coup, ça m'a aidé aussi à construire ce projet-là. Et puis, mon conjoint, en fait, on s'est connus au Québec. Et lui, il travaille dans le domaine de l'eau. Et il est biologiste, en fait. Et donc, pareil, voilà, ça vient de là. Et il y a un autre point que j'ai oublié de mentionner. Vas-y. C'est que au Québec, je me suis passionnée pour la pêche. Et mon conjoint aussi, il est passionné de pêche. Donc ça peut paraître un peu... c'est un domaine particulier, la pêche. En fait, il y a plein de types de pêcheurs. Et nous, on pêche à la mouche. C'est une pratique un peu particulière. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la pêche à la mouche ? Alors, la pêche à la mouche, c'est... en fait, comment expliquer ? Parce que là, je pourrais mimer le geste, mais là, c'est vrai qu'avec la parole... T'as une canne à pêche aussi, ou ça se fait avec un filet ? Oui, Ouais, canne à pêche. alors on a une canne à pêche et en fait, on a une soie qui est très longue. D'accord. C'est comme le fil, on va dire. Et on fait un mouvement pour l'agrandir. Et au bout de... Pour qu'elle se déplie un peu. Voilà, pour qu'elle se déplie. Et en fait, pour qu'elle se pose sur l'eau. Et au bout de cette soie, il y a ce qu'on appelle une mouche. Et en fait... c'est pas une vraie mouche, j'imagine. Non, en fait, c'est une imitation d'insecte. D'accord. Et ces imitations d'insectes, en général, c'est le pêcheur qui la fabrique lui-même. Ah ouais ? Donc, vous les fabriquez aussi ? On les fabrique aussi. Donc Vous les faites en quoi ? Alors, il y a il y a des poils de chevreuil, on met des billes, on a du fil, enfin, c'est vraiment... Et pour le coup, pour pouvoir réaliser ces mouches-là, il faut connaître les insectes qui vivent dans les rivières, parce qu'en fait, les poissons se nourrissent de ces insectes-là. Et donc, il faut connaître ces insectes-là aquatiques. Et c'est un domaine qu'on appelle l'entomologie, c'est l'étude des insectes, et des insectes aquatiques notamment. Et donc, il faut avoir cette connaissance-là pour pouvoir imiter le mieux possible et savoir, là, on est au mois de mai, donc il y a peut-être les éclosions de telle espèce. Et donc, là, on va plutôt mettre au bout de notre soie, on va mettre tel type de mouche. Et il fait beau, donc les poissons seront plus intéressés par cette couleur-là. Et sinon, s'il fait moins beau, ça va être comme ça. On cherche telle espèce, donc ça va être plus gros. Enfin, voilà. Ok, donc c'est une activité hyper polyvalente. Oui. Et comment est-ce que tu t'es formée en fait à tout ça ? Genre, il y a des livres ou des formations sur Internet, des cours ou Alors, je sais pas, parce que c'est quand même beaucoup de connaissances pour réussir à avoir le truc. Enfin, j'imagine qu'on découvre ça par expérience, mais... Oui, alors souvent, on va dire dans le schéma un peu classique, c'est dans la famille,
les générations au-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, genré parce que c'est souvent le papa ou le grand-père. Mais moi, c'est pas arrivé comme ça, en fait. En fait, quand je suis partie au Québec, dans la formation qu'on faisait, on avait des cours de pêche. Voilà, donc c'est vraiment très polyvalent cette formation. Donc on avait des cours de pêche, de chasse, de trappe et tout ça. Et parce qu'en fait, notre formation, c'était aussi apprendre en fait à gérer les stocks. Halieutique, c'est ce qu'on appelle halieutique ou cinégétique. Cinégétique, ça veut dire quoi? Cinégétique, c'est vraiment la gestion de la population sauvage, de la faune sauvage, pour des raisons de chasse en fait. Donc c'est chasse, excuse-moi, terrestre et aquatique ou spécifique à la chasse Ce sera la chasse terrestre ou les canards, enfin voilà. Okay. Pas les poissons. Non. Ok. Non. Cinégétique, c'est vraiment tout ce qui est terrestre. Et halieutique, ça va être les stocks de poissons. Ok. Donc c'est vraiment, voilà. Donc en général, par exemple, en France, il y a des personnes qui sont des biologistes halieutiques qui travaillent beaucoup sur le lac Léman, par exemple, parce qu'il y a des stocks de poissons. Et il y a autant des pêcheurs français que des pêcheurs suisses qui pêchent deux espèces phares, on va dire, du lac Léman, la perche commune et le corrigone. Et ce sont des stocks qui sont en train de s'effondrer. Donc il y a des quotas, des mailles à respecter, des tailles de poissons à respecter. Et ça, c'est des biologistes halieutiques qui travaillent dessus. Donc nous, notre formation, c'était un peu aussi travailler là-dessus, en fait. Comment faire pour concilier la chasse et la pêche et éviter des effondrements de population. Comment être durable, en fait. Exactement. Donc voilà. Donc c'est venu de ça. On a fait j'ai fait cette formation-là. Et dans cette formation-là, j'avais des cours de pêche à la mouche. Et ensuite, j'ai rencontré mon conjoint et c'est sa passion depuis qu'il est tout petit. Et donc, je suis allée pêcher avec lui, mais je pêchais avant de le connaître. Je pêchais avec mes copines. D'accord. Voilà. Parce qu'au Québec, les filles, on pêche... comment dire ? C'est un peu moins, on va dire, c'est un peu politique là, mais ce que je veux dire, mais c'est un peu, pas politique, mais sociétal, mais c'est moins genré qu'en France. C'est-à-dire qu'au Québec, les filles, les femmes, elles pêchent entre femmes ou entre gars, mais je veux dire, c'est pas... Elles vont pas le faire moins parce que c'est des femmes, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis elles vont pas être la femme d'un pêcheur et elles se sont mises parce que c'est les femmes de pêcheurs. C'est vraiment, elles vont aller faire des sorties pêche ensemble. Okay. C'est vraiment commun en fait. C'est pas du tout rare comme en France. En France, c'est beaucoup plus rare des femmes qui pêchent. Donc voilà. Et donc, petit à petit, je m'y suis mise dedans et je pêche. Et voilà, donc, quand on part faire des treks ou des choses comme ça, je pêche avec mon conjoint. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, ça vous a mené ensemble à avoir l'idée de votre projet Les Amériques au fil de l'eau. Ouais. Donc, c'était pas, par exemple, ton idée d'avant où tu en as parlé avec lui. C'était vraiment un truc qui a été construit ensemble. Alors... le projet vraiment Les Amériques au fil de l'eau, c'est venu ensemble. Okay. On a discuté ensemble. Mais le fait de partir voyager, de traverser plusieurs pays, ça, je l'avais dès que je suis partie au Québec, en fait. Et je me disais, à la fin de mes études, je partirais faire ça. Après, il y a beaucoup de jeunes qui se disent ça. Mais là, pour le coup, je me disais, bon, voilà, quand je finirai mes études, je ne sais pas quand, si ce sera au bout de 3 ans, 5 ans ou plus, je partirai voyager. Donc au début, c'était un peu le projet ambitieux de faire le tour du monde. Et finalement, je me suis remise en question parce que j'avais un peu là aussi la fibre écologique. En fait, je me disais, c'est pas du tout compatible de faire le tour du monde, de prendre l'avion plein de fois. Je me disais, est-ce que finalement, c'est ça que je recherche ou c'est la découverte ? Et si c'est la découverte, est-ce que j'ai besoin de faire plein de pays différents pour finalement avoir une liste de pays que j'aurais visités ? Ou est-ce que c'est vraiment de visiter des pays de manière approfondie, avec une autre vision ? Et c'est pour ça que, voilà. Donc moi, j'avais cette envie-là. Pour moi, c'était vraiment... c'est mon rêve, en fait. Ce projet-là, c'est mon rêve. Et après, un rêve, tu le concrétises. Tu peux le concrétiser. Et ça devient un projet, du coup. Et quand tu mets des actions, des échéances, que tu organises, ça devient un projet. Et après, ce projet, il se réalise si tout se passe bien et que tu te lances, voilà. Il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens de dire. Il y a... un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que tu as plein de rêves et que tu arrives, que tu fais partie de ces gens qui vont au bout de ces rêves-là. Parce qu'il y a plusieurs fois où tu dis, ça c'est mon rêve, c'est ma passion, c'est mon truc, et tu arrives à avoir le cran de le suivre. Et ça, c'est super fort parce que tu vois, tu peux te dire, je rêve de faire ça, et puis t'en discutes de temps en temps avec des copains, mais
c'est un rêve, quoi. Ça reste intangible. Mais non, toi, tu arrives à mettre les actions derrière. Et ça, tu penses que c'est un trait de caractère ou Alors, je pense que ça se construit. Et je pense qu'il peut avoir un trait de caractère. Parce que, en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle aime bien raconter cette anecdote. Mais quand j'étais petite, je partais avec un sac à main qui était dans la malle de déguisement. Et je disais, je pars à l'aventure. Mais je partais à l'aventure dans mon champ. Enfin, c'était pas... Mais je disais à ma mère, je pars à l'aventure. Pour moi, c'était vraiment, je pars à l'aventure. Et elle aime bien raconter cette anecdote-là parce qu'elle trouve que j'ai toujours gardé ça et que j'ai toujours cette volonté-là. Mais après, dans mes études, enfin, je la racontais un peu, c'est que j'ai pris un peu des chemins détournés, on va dire. Enfin, ça s'est pas fait de manière rectiligne. J'ai pas, on va dire, un cursus classique où je fais vraiment mes 5 ans, puis j'ai quand même fini mes études, j'avais 27 ans. Donc du coup, j'ai pris quand même des chemins un peu détournés. Ça a été l'idée de partir au Québec pendant 5 ans, ça a été voilà d'expérimenter. Et je pense que j'ai eu des doutes hein, quand même. Plein de fois, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment travailler dans le domaine qui m'anime? Est-ce que finalement, je devrais pas m'orienter vers d'autres choses? Tu doutais que c'était ta passion, du coup? L'eau et les animaux et tout ça. En fait, je doutais plus de mes capacités, en fait. Je me disais, parce que, par exemple, j'étais pas très forte en maths, et je me disais, je vais avoir beaucoup de statistiques. De biostatistiques, je vais pas pouvoir échapper à ça, en fait. Et donc, si je veux travailler là-dedans, il faudra... Et en fait, j'avais l'impression d'être bloquée sur les maths. Enfin, j'avais des notes correctes, mais j'étais pas... je mettais beaucoup plus de temps, on va dire, à comprendre que d'autres personnes. Ce qui faisait que je me disais, est-ce que finalement, je suis pas en train de me faire violence pour travailler dans ma passion? Et finalement, si je me fais violence, je devrais peut-être changer parce qu'il faut pas en souffrir, entre guillemets. C'est pas que j'en souffrais, mais c'est que des fois, c'était vraiment dur, j'y arrivais pas. Je me disais, je passe moins de temps à profiter de ma vie, je suis en train de travailler. Et puis après, c'est de pire en pire parce que du coup, ça devient un peu un monstre, le truc où Ouais. tu te mets un peu la pression dessus et donc en fait, ça prend une ampleur énorme. Alors que si tu prenais juste les choses calmement les unes après les autres, ça irait beaucoup plus tranquillement et sûrement plus vite. Oui. Donc souvent, ça va comme ça. C'est un peu un cercle vicieux et tout. Donc du coup, franchement, ça n'a pas été rectiligne. C'est vrai que... Ouais, tu l'as fait à la main. Voilà, je l'ai fait à la main. Il y a plein de fois où j'ai douté, où je me suis dit, je suis pas à ma place. Par exemple, en licence pro aquaculture, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Même si, par exemple, mon copain, il était dans la même formation que moi. Lui, il s'y plaisait à 200%. C'est son projet professionnel. Et moi, je me disais, mais je me suis trompée. Qu'est-ce que je fais là? Et dans ces moments-là, c'est dur. Parce qu'on se dit, mais je suis rentrée en France. Et finalement, en fait, tu trouves ta voie. Mais comment on fait justement dans ces moments qui sont difficiles de doute? Comment toi, t'as fait? Parce qu'il n'y a pas une seule recette magique, mais comment t'as fait toi pour continuer? Alors, déjà, j'en ai parlé avec mes professeurs, autour de moi aussi. Et puis ensuite, c'est là qu'ils m'ont dit, tu verras, il va y avoir des cours d'écologie aquatique. Et ça m'a permis de m'accrocher en me disant, ah, écologie aquatique, c'est encore de l'écologie. Donc ça me passionne. Donc, il faut que je m'accroche au semestre d'après où finalement, c'est ce qui m'anime. Donc, donc la clé, ce serait en fait de communiquer. Tu restes pas tout seul dans ton truc en train de te dire mince. Non. C'est l'exprimer, quoi, ce doute. Ouais. Le verbaliser à des gens. C'est ça. Parce que t'aider, quoi. Exactement. Parce qu'au début, moi, honnêtement, bon, peut-être qu'on est en train de s'égarer. Oui, je sais pas. Un petit peu. Mais au début, j'avais un peu honte, on va dire, quand je me suis remise en question et que je me disais, je suis pas à ma place. Et du coup, j'avais des notes aussi qui étaient beaucoup moins bonnes. Et du coup, en fait, je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, en fait, je suis pas à ma place. Mais si je le dis à mes professeurs, ils vont se dire, mais pourquoi on l'a choisie elle? Parce que pour le coup, on m'avait choisi par rapport à ma lettre de motivation, enfin plein de choses. Et t'avais peur qu'on remette en question en fait ta candidature et ta place en fait. Voilà, en fait, ma légitimité à être là. Et du coup, dans ma tête, c'était si j'en parle à mes professeurs, ils vont trouver que je suis pas légitime à être là. Et du coup, en fait, ça me disait que je doutais encore plus. Et c'est vrai qu'il faut arriver à sauter ce pas-là, à se dire, mais moi, j'avais un peu peur du regard de mes professeurs et de mon entourage aussi. Et en fait, les professeurs, ils sont là aussi pour t'aider. Et même si tu t'es perdu, on va dire, dans ton chemin, où ils voient que finalement, c'est pas ce qui te plaît, ils vont pas dire que t'es pas à ta place. Ils vont juste te dire, en fait, c'est peut-être pas ce qui te convient.
tu pourrais te tourner vers telle formation, c'est peut-être ça, tu as peut-être plus d'affinité là-dessus. Et c'est là qu'ils vont arriver à te réorienter. Mais en général, les bons professeurs, ils sont là pour t'orienter. Ils vont pas t'enfoncer, quoi. Non. Et du coup, c'est vrai que, voilà, moi, c'est ma famille, mon entourage qui m'ont dit, allez, va voir tes professeurs. Ils vont essayer de t'aider, ils vont peut-être te donner des conseils. Ce qui a apporté ses fruits, et du coup. Ça a apporté mes fruits, ouais. Les fruits, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?